Clémenceau, Landru et les théories du complot, une causerie de Bruno Fulini donnée au musée Clémenceau le 13 juin 2023, autour de l'exposition Focus, Clémenceau et la justice, et déclinée en podcast. Épisode 5, Clémenceau et la police républicaine. J'ajouterais, parmi les éléments d'explication peut-être là plus fondamentaux, que ce soupçon qui plane sur le pauvre Clémenceau qui n'en peut mais, se nourrit peut-être aussi de la manière dont il a conçu, mis au point, promu la police en République. En effet, je vous ai dit c'était grâce à lui qu'on a arrêté Landru, grâce aux brigades mobiles, grâce aux brigades du Tigre. Mais au moment où il crée ces brigades, et au moment où il va faire monter le taux d'élucidation, il a un but politique en tête également. Il ne s'agit pas seulement, bien sûr, c'est très bien d'arrêter les criminels, mais de façon plus large. Il y a une réflexion sur le rôle et la place de la police dans un État démocratique. Lui et son père ont souffert de la police sous l'Empire, une police qui était essentiellement politique. Et lui, un peu à l'image du préfet Lépine, considère que dans une république démocratique, la police doit être proche du peuple, la police doit être populaire. Et pour cela, elle doit montrer qu'elle n'est pas là simplement pour taper sur les ouvriers ou surveiller, écouter les conversations dans les cafés. Elle doit être là pour améliorer la vie des citoyens et mettre hors d'état de nuire les malfaiteurs. Et il y a cette grande déclaration qu'il fait devant les députés. Nous sommes le 14 octobre 1906. On cite souvent ce passage qui est très intéressant, qui est pour la première fois la défense d'une police républicaine, la seule police qu'une démocratie puisse avouer, la police judiciaire, la police des crimes et délits, protectrice de tous les citoyens, n'est plus au service de l'arbitraire, son œuvre est de liberté. Donc là, un retournement par rapport au discours radical ancien, un peu rouge, où on se méfiait des cergots de la police, de ce pouvoir arbitraire par nature. Non, nous dit Clémenceau, la police, il y a une police républicaine, la police des crimes et délits, elle protège tous les citoyens, donc avec cette notion d'égalité. On va retrouver ce discours chez plusieurs hommes politiques très, très contemporains, que la sécurité est la première des libertés et que la police républicaine est là pour nous la garantir. Eh bien, en fait, c'est juste un retournement de perspective de ce même discours qu'on a dans cette théorie du complot, où finalement, faute d'avoir une police populaire, par l'arrestation des criminels, on soupçonne Clémenceau d'avoir monté un succès pour rendre populaire une police qui en fait a une activité politique. C'est un pur retournement de sa démonstration de 1906 qu'on a dans cette théorie du complot un petit peu multiforme qui va se développer. Pour ne pas être long, j'ajouterai juste 2 points qui permettent de comprendre aussi l'origine, la motivation, le sens profond de cette théorie du complot, en élargissant le spectre et en ne se limitant plus à Clémenceau. C'est peut-être un peu incompréhensible aujourd'hui, mais à travers l'affaire Landru, on sent quelque chose aussi, c'est que la République radicale, la République de la Belle Époque, la République de la fin du 19e siècle et des années 1900, elle non plus, elle veut pas mourir. Et qu'au fond, on sent bien, pendant la Première Guerre mondiale et les années qui suivent, que rien ne sera plus comme avant. Et en particulier, la place des femmes n'est plus la même. Vous savez qu'en 1919 et en 1920, de nombreux pays vont rendre les Françaises électrices et éligibles. En France même, la Chambre élue en 1914, qui a été prolongée jusqu'en novembre 1919, se pose la question, et tout le monde l'a oublié, mais les députés votent en faveur de la reconnaissance du droit de vote et même de l'éligibilité par voie d'amendement aux Françaises. Alors certains le font de bonne foi, d'autres se disent je vote pour, les sénateurs feront le sale boulot, ils bloqueront la réforme, ce qu'ils n'ont pas manqué de faire. Mais en France, comme dans toute l'Europe, comme aux États-Unis, partout dans ce monde qui a été chamboulé par la Première Guerre, le statut des femmes change. Et au-delà des droits politiques, voter ou pas voter, de toute façon, elles ont pris les rênes dans un certain nombre
l'exploitation agricole, en ville, elles occupent des métiers d'hommes, elles commencent à avoir une autonomie financière qui est visible, et ça effraie un petit peu les gens qui rentrent du front et qui ne retrouvent plus le monde qu'ils ont quitté. Et c'est la raison pour laquelle, outre cette théorie du complot, il va y avoir ce paradoxe d'un Landru sympathique, d'un Landru populaire. Je vous parlais de l'ogre de Gambet. Si vous regardez les caricatures, celles de l'époque, celles qui vont venir après, Landru, qui devrait apparaître comme un monstre, comme un personnage redoutable, apparaît souvent comme un petit bonhomme rigolard. Et ce personnage qu'incarne Charles Denner dans le film de Chabrol, avec cet humour grinçant, avec ce petit côté, ce petit air entendu, etc., est tout à fait dans cette veine-là. Je possède un objet que je me garde bien de montrer en public, parce que lui aussi, il tombe sans doute sous le coup de nombreuses lois, mais figurez-vous que dans les années 1970 encore, dans les cafés, on trouvait des cendriers publicitaires avec un petit Landru très souriant, qui fait un clin d'œil aux clients, et avec comme slogan blonde, brune ou rousse, avec moi, elles partent toutes en fumée. Entre-temps, il faut savoir que la maison de Gambet, donc après l'exécution de Landru et jusqu'en 1940, va être transformée en hôtel-restaurant sous l'enseigne du Grillon du Foyer, passons, et où on servait la côte de bœuf Landru, évidemment cuite au feu de bois. Il y avait un petit musée Landru dans la salle à manger. Et j'ai retrouvé des photos de l'époque. On y allait en famille pour rigoler. Et puis, il y avait aussi l'épreuve un peu initiatique, les jeunes mariés qui pouvaient y passer la nuit. Vous voyez, donc ce personnage de Landru, qui devrait être un monstre, mais qui est apparu comme sympathique, en fait, mon grand-père me disait que, de son temps, la bonne blague qui circulait, effectivement, je l'ai retrouvée dans la presse, c'est que Landru, c'était l'homme qui avait remis la femme au foyer. Et vous voyez que dans le contexte de 1919, au fond, ce Landru, il a consolé bien des gens, il a rassuré bien des gens, et au fond, ces femmes qui s'étaient envoyées en l'air pendant qu'on souffrait au front, si elles ont effectivement été trucidées, peut-être qu'elles l'avaient un peu cherché. Voilà, c'est un petit peu l'idée qui circule à cette époque-là. Donc, on ne veut pas que Landru meure, parce qu'on ne veut pas que meure... au fond, le monde qu'il incarnait, c'est le dernier gentleman de la belle époque, finalement, Landru, dans ce monde livré au bolchevisme et au féminisme et à toutes les calamités de la guerre et de l'après-guerre. Enfin, je terminerai sur ce point, au fond... cette espèce de récit romanesque du condamné qui échappe au supplice pour avoir une nouvelle vie ailleurs, une nouvelle vie secrète, ne se limite pas à l'affaire Landru. Des gens bien informés vous expliqueront que le maréchal Ney, évidemment, n'a pas été exécuté et a vécu richement comme planteur aux Amériques. Sous la monarchie de Juillet, rappelez-vous, le duc de Choiseul-Praslin, qui dans un accès de folie a praliné sa femme, c'est le terme qu'on forge à l'époque, puisqu'il l'a lardé de coups de couteau, et en tant que pair de France, il est arrêté mais emprisonné à la prison du Luxembourg, donc au sein du Sénat actuel, où siégeait la Cour des pairs, qui va le juger. Les pairs de France étaient leurs propres juges. Il s'empoisonne dans sa cellule. Évidemment, ça n'est pas un empoisonnement, c'est un empoisonnement simulé. Et 20 personnes vont certifier l'avoir vu à Londres menant la grande vie sous un nouveau nom. Plus près de nous, Mata Hari, la fameuse Mata Hari. Vous avez toutes sortes de récits avec toutes sortes de variantes, mais ce qui est certain, c'est qu'elle n'a jamais été fusillée, ou alors avec des balles à blanc, qu'un riche amant avait tout arrangé, qu'on l'a amené dans un cercueil, comme si on utilisait des cercueils pour les fusiller, passons, avec des petits trous pour qu'elle puisse respirer, et qu'elle a vécu longtemps cachée dans un château. Elle a même eu une fille qui est venue la venger. Enfin, vous avez comme cela des récits qui sont racontés parfois sur le ton du plus grand sérieux par des journaux d'information de ces années-là ou des années qui suivent. Finalement, c'est un grand classique. Les grands personnages, qu'il s'agisse de criminels ou au contraire de héros, de personnages qu'on admire, eh bien, ils ne meurent jamais complètement. Et pour ma part, en m'exprimant ici, je me prends à douter que Georges Clemenceau se soit réellement éteint en ces murs le 24 novembre 1929. Voilà, en ce qui me concerne, je m'attends à le voir arriver et rire avec nous de ces théories du complot. Voilà.